Bonjour et bienvenue dans les matins de l'ENAIC. Aujourd'hui sur notre plateau, nous serons avec Stéphane Kerkhoff, le délégué général de l'association Agir pour l'environnement, et on parlera d'une pétition en ligne pour le barrage de Sivens. Et puis Philippe Ruel, le directeur général du GPBAN Fruits d'Or, sera avec nous pour parler de la banane française, la banane de Guadeloupe et de Martinique. Nous aurons également sur notre plateau Bruno Barriot, qui est spécialiste des essais nucléaire. Il est invité du Festival du film scientifique à Paris. On avait eu un invité pour parler du Festival du film scientifique. Et bien lui va nous parler un petit peu de pourquoi il est invité dans ce festival et puis sa partie dans le nucléaire, évidemment. Notre dernier invité sera professeur Henri Joyeux, chirurgien cancérologue et co-auteur du livre Le suicide, qui n'y a jamais pensé. On parlera donc de ce sujet un petit peu délicat, un peu difficile, et puis il va peut-être nous donner aussi des clés pour comprendre, pour prévenir aussi. Voilà pour les invités, et je dis bonjour tout de suite à mon premier invité. Philippe, bonjour. Bonjour. Alors, comment se porte la banane française ? Ah ben voilà un bon débat, parce qu'effectivement c'est justement ça le sujet. Il faut absolument qu'on arrive à faire en sorte que cette banane soit identifiée comme une banane française. Eh oui, parce qu'on dit Martinique, Guadeloupe, mais on oublie que nous sommes français. Voilà, donc c'est tout le sujet. C'est Guadeloupe et Martinique. Il y a beaucoup de résonance au niveau des consommateurs français par rapport au voyage, par rapport donc au tourisme, etc. Mais il n'y a pas ce lien avec le produit en France. Oui, c'est ça. Et donc il faut absolument qu'on fasse le lien entre ces territoires, Guadeloupe et Martinique, et le produit en France. Mais c'est vrai que ça fait bizarre de parler de la banane française. Alors du coup, on essaye de s'imaginer en France, en métropole, un endroit où il pourrait y avoir de la banane. Non, c'est dans les îles, évidemment, hein, dans les DOM notamment. Alors l'UGPBAN, c'est l'Union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et Martinique. Vous êtes aussi propriétaire d'un centre de mûrisserie. Voilà, donc l'UGPBAN, effectivement, c'est une union de coopératives. Il y a une coopérative en Guadeloupe qui s'appelle LPG, les producteurs de Guadeloupe, et une coopérative en Martinique qui s'appelle Banamart. Et l'UGPBAN est l'union de ces deux coopératives qui a pour vocation la promotion et la commercialisation de la banane de Guadeloupe et Martinique sur le territoire européen, principalement en France, évidemment. Et ça marche plutôt bien parce que vous vendez plus de 270 000 tonnes de bananes par an. C'est ça, donc 200 000 tonnes en France. C'est énorme. Donc c'est important, ça fait de nous un opérateur significatif du marché européen, mais surtout du marché français avec 40% de part de marché. Et effectivement, depuis fin 2008, les planteurs de Guadeloupe et Martinique ont acquis le réseau de mûrisserie Fruits d'Or, parce que la banane se mûrit en fait avant d'être proposée aux consommateurs. Et donc ce réseau est une implantation sur l'ensemble du territoire français. Et donc ça nous permet d'avoir un accès direct aux grandes surfaces, à la GMS, au secteur de la GMS. Alors que nous travaillons avec les détaillants, les marchés forains, par des mûrisseurs partenaires, essentiellement à Rungis, 10 mûrisseurs indépendants. Voilà, est-ce qu'il y a des mûrisseries de qualité et d'autres qui le sont moins ? Par exemple, quand on parle de la banane, est-ce qu'il y a une façon de la faire mûrir pour qu'elle soit délicieuse ? Parce qu'on la coupe verte quand même. Ou est-ce que si on la mûrit n'importe comment, son goût va changer ? C'est pour ça que vous avez par exemple acquis Fruits d'Or, c'est parce que vous aviez envie de contrôler ça ? Alors c'est en fait effectivement le mûrissement est un des éléments de la qualité et du goût de la banane. Donc c'est très important de pouvoir bien le maîtriser. Après, ce qui fait une grosse différence, c'est le détaillant ou le chef de rayon dans le magasin qui, lui, va proposer la banane à des stades de maturité, voilà, adaptés à son consommateur. En général, on la voit pas tout à fait mûre sur les rayons. En général, elle n'est pas assez mûre en grande surface parce qu'il y a des problèmes logistiques, en fait. Et ils ont tendance à la prendre un petit peu plus verte, trop verte, ou pas assez jaune, pour pouvoir la conserver, faire en sorte qu'on la livre en plateforme, ensuite les plateformes livrent, les magasins, pour qu'il y ait le moins de dégâts possibles, de casse possibles. Mais du coup, le consommateur doit la laisser un petit peu plus longtemps chez lui, une fois qu'il l'a achetée, pour qu'elle soit au bon stade de maturité, le plus sucré, le plus fondant. Voilà. Vous avez lancé il y a quelques jours une opération avec une chaîne de restaurants à Paris
pour mettre la banane de la Martinique en valeur et de la Guadeloupe, bien sûr, la banane française. Comment ça s'est passé ? C'était une très belle opération sur 10 restaurants parisiens du Paradis du Fruit, la chaîne du Paradis du Fruit. Et donc, c'était un partenariat qui paraissait évident, mais en fait, on ne l'avait jamais fait. Donc, voilà. Donc, c'est des restaurants de fruits qui existent depuis 25 ans. Et c'était la première fois où, pendant une semaine, on a proposé 3 recettes à base de bananes, dont une salée, puisqu'en fait, on est quand même sur une banane dessert plutôt. Et donc, ça a eu un très, très bon succès. Et même le plat salé, qui était une première. D'ailleurs, le restaurant se propose de réfléchir à le laisser tout le long de. J'allais y venir justement. J'allais vous demander après cette opération, est-ce que tout s'arrête ou est-ce qu'il y a autre chose qui commence ? Donc en fait, ils vont garder les plats. Voilà, donc en fait, les recettes qui ont été élaborées par Frédéric Jonot, qui est un MOF, le meilleur ouvrier de France, mais primeur, voilà. Et donc, ces recettes-là vont maintenant faire partie de leur proposition. Alors, je vous propose de regarder un film pour présenter cette banane française, et puis on en parle juste après. Théo adore les bananes. Il aime leur goût doux et sucré et en tant que sportif, apprécie leur qualité nutritionnelle. Potassium, magnésium, vitamines, la banane lui donne de l'énergie et nourrit ses petits muscles. Ce n'est donc pas surprenant que ce fruit soit partenaire d'un des plus grands marathons du monde. Ce que Théo ignore sur son fruit préféré, c'est qu'il est également le favori de toute la planète. La banane est le fruit le plus produit et consommé au monde, ce qui explique pourquoi cette drôle de virgule jaune est toujours présente sur les étalages. Théo est heureux. La pénurie de bananes n'est pas prête d'arriver. Il en est d'ailleurs convaincu car il l'a entendu hier au marché. Les bananes avec cette étiquette sont des bananes durables. Théo a raison, mais c'est un peu réducteur. Derrière ce petit timbre présent exclusivement sur les bananes de Guadeloupe et Martinique, se cache l'engagement de ces territoires pour une production de bananes respectueuse des hommes et de l'environnement. C'est le plan banane durable mis en place en 2008. Un plan prévoyant. Tout d'abord, la guerre aux pesticides. Les planteurs ont réussi à réduire de 75% leur utilisation, ce qui est nettement mieux que le chiffre attendu par le plan national Écophyto 2018. Un chiffre obtenu grâce à des pratiques culturales plus naturelles et protectrices de l'écosystème. Ici, on privilégie les engrais organiques, la mise en jachère, les plantes de couverture qui empêchent la pousse des mauvaises herbes et les phéromones pour lutter contre les insectes ravageurs comme le charançon. Ok, 75%, ce n'est pas 100%. Les planteurs utilisent encore parfois des produits phytosanitaires uniquement pour vaincre des champignons tenaces et dévastateurs et éviter de perdre leur récolte. D'ailleurs, jour après jour, les chercheurs travaillent à la création de variétés de bananes naturellement résistantes à ces envahisseurs. Question conditions de travail, les récoltes se font manuellement et dans le respect des normes européennes. La santé et la sécurité des travailleurs sont préservées. Côté transport, la banane voyage en bateau dans un carton recyclable stocké à 13 degrés dans un conteneur basse consommation. Son empreinte carbone est ainsi limitée. Ce n'est pas parfait, mais c'est tout de même préférable au transport en avion. Ces changements profonds, dus essentiellement au travail continu de la production en partenariat avec les pôles de recherche agronomique, donnent déjà des résultats positifs. Le retour d'espèces animales, preuve d'une terre saine, l'avancée de la recherche dans la résistance naturelle de la banane aux maladies. Et par-dessus tout, une banane meilleure pour la santé de Théo et celle de toute la planète. Alors, banane durable et banane bio, il y a une différence. Il y a une grosse différence. La difficulté, en fait, en réglementation française, c'est possible de produire de la banane bio en milieu tropical humide. Nos amis madérans, donc sur Madère, et canariens, avec un milieu intertropical sec, arrivent, parce qu'ils n'ont pas certains champignons justement qui viennent attaquer les bananiers, donc à avoir une production bio. Alors il existe de la banane bio, notamment en République dominicaine, mais aussi en Équateur. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cahier des charges de production bio de ces pays n'est pas le même que le cahier des charges
qui serait appliquée aux producteurs français, puisque nous ne sommes pas dans le même cadre réglementaire. Pourtant... Nous, c'est la loi européenne qui s'applique. Voilà, c'est même la loi française, parce qu'en ce qui concerne la santé, et notamment l'utilisation des produits phytosanitaires, c'est les États qui décident. Et donc, ce sont des règles très strictes. C'est des règles très strictes, notamment d'homologation des produits. Et un certain nombre de produits bio qui sont autorisés en Europe ne sont pas autorisés en France, parce que le marché de la banane est tellement petit pour des entreprises qui font ces produits-là. Les dossiers techniques de toxicité sont tellement coûteux et payants et coûteux et lourds que ces sociétés hésitent en fait à faire des dossiers alors qu'ils peuvent vendre leurs produits dans le monde entier. Et donc notre difficulté à nous, c'est de les convaincre ou de prendre une partie en charge nous-mêmes des expérimentations pour faire ce travail. Et c'est ce qu'on fait avec l'Institut technique tropical que nous avons créé en fin 2008. C'est tout ce travail sur les produits et la substitution des produits chimiques. Après une forte réduction de leur utilisation, maintenant on veut les substituer par des solutions biologiques. Donc aujourd'hui... Vous êtes dans une démarche, vous n'êtes peut-être pas une démarche bio, complètement bio, mais sur une démarche qui tend vers ça. Voilà, donc c'est pour ça que le durable recouvre bien cette notion, sauf que c'est une notion floue pour le consommateur, parce que le durable, c'est vraiment 3 piliers. Le social, l'environnemental et l'économique. Alors on rentre parfaitement dans ces 3 cadres-là, mais du coup il nous manque ce label en fait facilement reconnaissable. Donc on est d'ailleurs dans une démarche IGP, donc là on est plutôt sur comme les vins, comme le melon de Guadeloupe, comme d'une reconnaissance d'un terroir, d'un savoir-faire, d'un goût, d'un produit, d'un terroir. Mais on n'est pas encore dans le bio. Voilà, donc on peut pas en tout cas avoir ces allégations. Oui. Alors je disais tout à l'heure que vous vendez quelques 270 000 tonnes de bananes par an. Est-ce qu'on peut encore améliorer ce chiffre? Est-ce qu'on peut encore le développer? Nous sommes dans un cadre d'aide européenne et contingenté en fait. C'est un peu l'équivalent de ce qu'étaient les quotas laitiers, c'est-à-dire qu'on a un quota de production. Voilà, donc on peut monter encore un petit peu pour atteindre 100% de notre quota de production. Mais disons qu'aujourd'hui, c'est plus... avec ces 280 000 tonnes, on fait quand même à peu près 90% de ce qu'on peut faire. Et bon, on est toujours soumis à des aléas climatiques, à des... Est-ce que vous pourriez... Ça serait assez compliqué. Est-ce que la banane française pourrait aussi être réunionnaise demain ou mahoraise ou... Pour le territoire français ou européen, c'est assez difficile en matière logistique. C'est-à-dire que là, on a des transits, des durées de voyage en fait, par bateau qui seraient un peu trop longues pour avoir accès au marché français. Par contre, pour avoir accès au marché intérieur de chacune des îles, il n'y a pas de souci. Alors, c'est plus difficile d'avoir accès à d'autres territoires. Alors, oui, c'est comme si nous, en Polynésie, on faisait de la banane pour la vendre en Europe. On parlait tout à l'heure de comment ce carbone-là, cette empreinte carbone. Effectivement, ce ne serait pas du tout intéressant. Par contre, on pourrait le vendre en Nouvelle-Zélande, on pourrait le vendre sur les côtes américaines. Là, ce serait encore quelque chose de possible, par exemple. Ça serait possible commercialement, mais aujourd'hui, la réglementation européenne ne nous le permet pas. C'est-à-dire que pour compenser des coûts salariaux pour compenser les droits sociaux français et européens auxquels ont droit nos salariés légitimement, et avec un écart de coûts très important par rapport aux autres pays producteurs du monde, une journée aux Antilles d'un salarié, c'est 1 mois en Équateur. Oui. Bon. Donc, pour compenser ça, on a un dispositif d'aide européenne. Ces aides européennes nous sont données donc, pour être compétitifs par rapport aux autres pays producteurs, mais ça nous contraint de vendre nos bananes dans l'Union européenne, dans les 28 pays. Alors, quand vous dites, il faudrait un aménagement pour pouvoir vendre en Nouvelle-Zélande, etc. Bien sûr, voilà. d'accord. Alors, quand vous dites vendre au meilleur prix, c'est pas non plus à n'importe quel prix. Vous avez d'ailleurs été un petit peu en conflit avec une chaîne qui voulait la vendre moins d'1 euro, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait... moins d'1 euro le kilo. Voilà, donc 1 kilo de bananes, c'est 5 ou 6 bananes, donc voilà, ça fait quand même, le prix moyen c'est 1,50 €, ça fait quand même un produit qui n'est pas cher du tout, voilà. Et donc il y avait effectivement une chaîne de la distribution qui pendant 4 mois voulait mettre à 0,75 centimes, ce qui est une ineptie en fait de positionnement prix. Certes, le consommateur peut y trouver un bénéfice à très court terme, mais
Mais c'est la fin de tout un processus, en fait, de produire une banane propre, différente, respectueuse de l'homme, de l'environnement, etc. Et donc là, on pousse les agricultures mondiales à aller vers toujours moins de droits sociaux, toujours plus de pesticides. C'est ridicule. Il faut aussi qu'on ait une responsabilité collective par rapport à ça. Et donc, c'est le juste prix, effectivement. Voilà. Donc, c'est positionner notre banane entre le bio, qui a une valeur quand même, et la banane produite dans des conditions on ne sait pas trop. Au moins, nous, on sait, et donc cette banane, elle doit avoir un juste prix. Et puis, on peut faire notre devoir de citoyen et acheter de la banane française, c'est tout. Voilà, la banane de Martinique et de Guadeloupe. Pour terminer, elle a un goût spécial, cette banane, hein. C'est pas n'importe quelle banane, la banane française. Alors, vous savez, c'est comme tous ces territoires d'outre-mer, c'est... Les populations, comme les produits sont volcaniques, sont issus de terres volcaniques, donc ça fait des gens avec beaucoup de caractère. Et notre banane, elle a effectivement le goût de son terroir. Voilà. Donc j'espère qu'on vous a donné envie de manger la banane française, la banane de Guadeloupe-Martinique. Vous verrez le petit timbre dans vos magasins. En tout cas, merci. Et si vous avez envie d'en savoir plus, il y a plusieurs sites. www.fruitsdor.fr. Autrement, vous allez sur bananeguadeloupemartinique.com et on vous redonnera toutes ces adresses, bien sûr, sur notre page Facebook ou bien sur notre site om5.fr. Merci Philippe. Merci beaucoup. Après la banane, nous allons parler nucléaire avec notre prochain invité qui est Bruno Barillot, spécialiste des essais nucléaires. On le connaît bien en Polynésie. Et il est invité du Festival du film scientifique à Paris. Bruno, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes connu en Polynésie parce que vous êtes resté plusieurs années vous aviez été embauché par un gouvernement. Oui. Et vous avez écrit des livres. Oui, j'ai sur écrit le sujet. Plusieurs livres, oui. Dont le dernier qui est paru à Tahiti, qui s'appelle Témoins de la bombe, qui était aussi tout un programme audiovisuel avec des vidéos sur les témoins pour garder la mémoire. Et quelle était votre mission ? Alors ma mission, c'était, en fait, je suis pas, j'étais spécialiste des essais nucléaires depuis l'affaire du Rainbow Warrior, donc j'avais déjà écrit pas mal de choses là-dessus. Et puis quand le gouvernement d'Oscar Temaru est arrivé au pouvoir en 2004, ils ont fait appel à moi pour animer une commission d'enquête de l'Assemblée de Polynésie sur les essais nucléaires, les conséquences, etc. Et c'est comme ça que pendant 6 mois, j'ai travaillé avec les élus et on a rédigé un rapport, des recommandations. Puis après, on m'a dit, écoute, il y a toutes ces recommandations, il faudrait les mettre en pratique. Est-ce que tu peux continuer ? Et bon, il se trouvait que j'étais disponible, je suis parti pour 6 mois, je suis resté 8 ans. Jusqu'à ce qu'on me chasse, puisque c'est Gaston Flosse qui est arrivant au pouvoir, éradiquer la mémoire de toute cette période-là, et donc il fallait éliminer au fur et à mesure tous ceux qui rappelaient le souvenir des expériences nucléaires. Oui, parce qu'il faut dire que sur cette expérience, il y a beaucoup de documents qui ont été classifiés et qu'on ne pouvait pas donner au public. Donc votre mission, c'était aussi de faire déclassifier certains documents ? Alors il y a eu des classifications de documents, oui, bien sûr, ce qu'on a obtenu encore, il y a à peine un an, les premiers documents officiellement déclassifiés. C'est le gouvernement socialiste qui l'a fait. Bon, ils ne nous ont pas donné tous les documents conçus, il en manque encore, il y en a encore beaucoup. Mais il y avait ça. Puis ce qui est au niveau des documents, ma foi, on ne peut pas les ignorer, c'est aussi les témoignages qui sont très importants. Parce que les gens ont vu, ont entendu, ont vécu. Et c'est ça qui est aussi important, tout autant que les documents techniques du ministère de la Défense. Alors, les essais nucléaires français ont eu lieu au Sahara et en Polynésie. Oui. Il y a tous les ans, au mois d'août, une journée dédiée aux essais nucléaires. Cette journée, elle est utile, selon vous ? Alors certainement, il faut rappeler, alors c'est au niveau international, donc c'était à l'initiative du Kazakhstan, donc c'est au Kazakhstan que se faisait une partie des essais soviétiques,
Donc le gouvernement de Kazakhstan a mis en place cette journée du 29 août sur un peu la mémoire, oui. Informer, et puis au niveau international. Donc ça a quand même aussi son importance, parce que les conséquences sont pas uniquement des expériences nucléaires, sont pas uniquement locales, c'est aussi une affaire internationale. Et c'est pas terminé, non seulement dans la santé, l'environnement des personnes qui ont été engagées dans le système des essais ou qui vivaient à proximité, mais c'est aussi ces armes nucléaires qui restent dans ça veut dire quoi? Que tous les sites n'ont pas été réhabilités, qu'ils n'ont pas été tous nettoyés? À ma connaissance, il n'y a quasiment aucun site d'essais nucléaires. Il y en a à peu près... en faisant le décompte, bien sûr, il y a 5, 7 ou 8 puissances nucléaires, mais il y a à peu près plus d'une vingtaine de sites dans le monde, donc des atolls entiers, surtout dans le Pacifique, des zones en Australie, sur les anciens territoires aborigènes. Il y a au Kazakhstan, toute une zone où les soviétiques ont fait plus de, 600 essais en Nouvelle-Zélande. Il y a les Chinois aussi qui ont fait des essais sur les zones de la minorité où habite une minorité ouïghour, etc. Enfin bon, le Sahara. Donc il n'y a rien de réhabilité, c'est reste. Voilà. Les conséquences des essais, est-ce qu'elles sont prouvées aujourd'hui? Parce qu'il y a quand même eu des victimes qui ont été indemnisées, peu, mais il y en a déjà eu. Ça veut dire qu'on reconnaît quand même quelque chose. Alors oui, il y a eu, disons, la première vague d'indemnisation, c'est les États-Unis qui ont commencé. C'est eux qui ont commencé les essais aux îles Marshall, puis ensuite sur le territoire du Nevada. Et donc, depuis 1988, ils ont une loi d'indemnisation des victimes qui fonctionne relativement assez bien, parce qu'ils ont adopté le principe de présomption de lien avec les expériences nucléaires. C'est-à-dire, on a une maladie, un cancer, on était sur place ou à proximité, on présume que ça vient de là et on indemnise. Bon, est-ce que la France peut faire la même chose demain? Alors, la France a voulu faire la même chose, mais c'est une loi d'affichage, ce qu'on appelle la loi Morin depuis 2010, la loi du 5 janvier 2010. Mais c'est une loi qui, en principe, est de présomption, mais il y a une exception, c'est les personnes qui peuvent demander faire un dossier d'indemnisation. Leur demande est acceptée, sauf si le comité qui est chargé d'examiner les dossiers considère que ces personnes-là ont subi un risque négligeable. C'est marqué dans la loi française. Et donc, tous les dossiers qui ont été déposés à 90% ont été rejetés parce qu'on a répondu à ces gens-là qu'ils avaient subi un risque négligeable dû aux essais nucléaires. D'accord. Est-ce que vous avez entendu parler du nouveau décret sur le renforcement du processus d'indemnisation des victimes? Alors, bien sûr, ça date du 18 septembre, donc c'est tout nouveau. Et ce nouveau décret renforce la réforme, parce qu'on se rendait compte qu'une loi d'indemnisation qui indemnise quasiment personne, il fallait quand même... ça servait à rien. Ça servait à rien. Donc il y a eu, en décembre dernier, une modification de la loi grâce à une sénatrice écologiste, Corinne Bouchou. Et donc, on a enfin, depuis le 18 septembre, un décret d'application, alors qui est quand même intéressant. On va enfin pouvoir travailler et que les victimes vont enfin pouvoir déposer leur dossier. Alors, oui, ils vont pouvoir déposer leur dossier, mais ce qui est intéressant, c'est que le comité d'indemnisation qui était désigné par le ministère de la Défense est maintenant un organisme public, mais indépendant du ministère de la Défense, qui dépend directement, alors maintenant, qui est rattaché au ministère de la Santé. Donc il sera un peu moins juge et parti que le ministère de la Défense. Alors, donc on avance. On avance par petits pas, en espérant qu'on arrivera à des indemnisations avant que tout le monde soit mort. Bien sûr. Mais est-ce que la famille peut demander une indemnisation quand justement une victime est décédée? Alors oui, ce qu'on appelle les ayants droit
ont la possibilité de demander pour l'indemnisation de la personne qui est décédée. D'accord. Donc ça ne s'arrête quand même pas avec le décès d'un potentiel... Non, mais par exemple, les préjudices propres des veuves, par exemple, ne sont pas pris en compte par la loi. C'est-à-dire que, par exemple, même avec ce nouveau décret, par exemple, une veuve dont le mari qui avait 40 ans et qui a dû élever toute seule ses enfants, c'est quand même un préjudice pour cette femme et ses enfants de plus avoir de mari ou de père. Et donc, ça, c'est pas encore pris en compte par la loi. Bon, en tout cas, la loi avance. Il y a eu ce nouveau décret. On en parlera sûrement sur notre plateau avec Corinne Bouchou. Et en tout cas, merci. J'ai profité de votre invitation au Festival du film scientifique à Paris pour vous inviter sur ce plateau. Et merci mille fois d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous. Et bon vent. Merci. Voilà. Professeur Henri Joyeux est avec nous. Il est cancérologue et co-auteur du livre « Le suicide, qui n'y a jamais pensé ?» Et c'est vrai que quand on pose la question comme ça, bonjour professeur. Bonjour. On se dit, c'est vrai qu'on y a tous pensé, au moins une Mais fois bien sûr, un jour. Et le fait de se dire qu'on y a tous pensé, c'est déjà ne pas le faire. Et c'est pour cette raison qu'il faut aborder le sujet en face, et il faut l'aborder très tôt. Vous savez, je passe beaucoup dans les écoles et il m'est arrivé de voir des enfants de 10 ans, c'est-à-dire qui sont en CM2 ou en 6e, écrire sur un bout de papier « Moi, je pense au suicide ». Parce que mon père et ma mère se disputent et il y en a qui croient que parce que l'enfant est là, en disparaissant, le père et la mère vont s'aimer. Vous voyez, des choses aussi simples que ça. Alors, évidemment, c'est pas simplement le suicide des enfants qui est un sujet extrêmement grave, mais c'est aussi le suicide, je dirais, à tous les âges de la vie. Dès que quelqu'un est dans un état un petit peu dépressif, un peu négatif, on peut y penser. Et je pense que... Une rupture. Voilà, si on se dit, j'y pense, mais mon voisin y a déjà pensé, ou il va y penser demain, ou un tel y pensera. Je lisais récemment un livre sur Napoléon. Figurez-vous que Napoléon Ier, y a pensé aussi. plusieurs fois, face à des choses qui n'aboutissaient pas, il était déprimé, il disait je vais me jeter dans la Seine, je vais me jeter sur une bagnole. C'est-à-dire qu'en fait on y pense, mais on ne veut pas le reconnaître. Mais il faut le reconnaître, c'est notre fragilité. Oui, on a honte peut-être même d'y penser. Oui, mais si vous savez que les autres y pensent, si vous savez que moi j'y ai pensé sans penser à l'acte, parce que ce qu'il faut bien différencier, c'est je pense à arrêter ma vie, mais je ne pense pas à comment je vais l'arrêter. Vous voyez ? Il y a une différence. C'est-à-dire que là, à partir du moment où si vous commencez à penser à la corde ou au pétard, alors là, attention. Ça veut dire qu'il faut en parler à quelqu'un. Mais il faut déjà en parler avant et y mettre de l'humour. Parce que l'humour est cousin germain de l'amour. Et l'amour, c'est quelque chose qui fait vivre, et donc l'humour fait vivre. Vous voyez ? Or, mais alors, comment on fait justement parce que... C'est ce que je dis dans le livre. C'est-à-dire que j'essaye d'aborder les choses d'abord en montrant qu'il y a énormément de gens dont on ne soupçonne pas. Ils l'ont dit ou ils l'ont caché, mais on a su qu'ils y avaient pensé. Et certains ont réussi. Vous vous rendez compte ? Parler de réussir son suicide, c'est quand même dément. Hein, on ne va pas dire je vais réussir mon cancer, je suis chirurgien et cancérologue. Eh bien, moi j'ai abordé ce sujet parce que j'ai vu des personnes en souffrir. Parce que moi-même j'ai eu à un moment de ma vie des choses difficiles qui étaient dans mon métier, où je me disais mais c'est pas possible, et cette idée m'est venue. Et c'est en lisant le livre de Job, tout simplement dans l'Ancien Testament, que je me suis dit mais tiens ça c'est absolument génial, parce que lui il en a quand même bavé pas mal. Bon, il y a pensé, il l'a pas fait. Comment on fait pour aider quelqu'un qui nous le dit de but en blanc ? Moi, j'en ai marre, je vais me tout de suite, il faut lui dire, moi aussi. Ah bon ? Moi aussi. Mais il faut lui dire, tu as raison, parce que si j'étais dans les circonstances où tu es, j'y penserais comme toi. Alors ça permet le dialogue. Ce qui permet qu'à partir du moment où vous allez parler... C'est vrai que là, on se dit, oh mon Dieu, j'ai quelqu'un qui me parle de suicide, qu'est-ce que je fais ? Je cours dans l'autre sens, je fais semblant de ne pas avoir entendu. Alors non, mais vous lui dites, moi ça m'est pas encore arrivé, mais tu fais bien de m'en parler parce que ça risque de m'arriver demain. Voyez ? D'accord. Donc celui, je dirais, qui n'y a pas encore pensé, il n'est pas encore passé à l'âge adulte. À l'âge adulte. Pourquoi ? Parce que tout humain a sa vie et sa liberté de sa vie.
Et cette liberté de sa vie fait que justement, on peut arrêter notre vie, on peut se jeter sur un pont, on peut se jeter, etc. Mais donc, on a cette liberté-là. Et à partir du moment où on y a pensé, on devient véritablement adulte. Donc, celui qui n'y a pas pensé, il va dire à l'autre, écoute, raconte-moi, parce que ça va venir, parce que ce livre, Le suicide qui n'y a jamais pensé, les clés pour parler, ensuite, pour comprendre et pour prévenir. Alors, une des clés, c'est de dire, voilà, tu n'es pas tout seul. Moi, je peux aussi penser comme toi, ou j'ai pensé comme toi. Et si j'étais à ta place, c'est déjà si j'étais à ta place, je serais effectivement en train d'y penser. Et pour les familles qui ont vécu déjà quelque chose alors là, comme ça, très comment dur. on les aide? C'est très dur parce que, vous voyez, j'en vois malheureusement, et ce qui est très frappant, c'est que vous voyez, c'est surtout les mamans qui disent « Nous n'osions pas en parler. Oui. Nous sentions que... » Nous n'osions pas en parler. Et ils se disent les noms d'une pipe. Mais si on avait pu parler avec notre fils ou avec notre fille, peut-être qu'on aurait fait changer les choses. Peut-être qu'on aurait fait changer les choses. Ou peut-être pas. Mais en tout cas, est-ce que, je veux dire, la famille peut culpabiliser. Oui, mais le danger, c'est ça qu'elle culpabilise. Ouais. Mais vous savez, ce que je crois important aussi, c'est que il faut ne pas avoir peur d'aller voir un spécialiste. Le problème du spécialiste, il va vous dire, vous ne dormez pas. Un psychiatre ou un psychologue. Ça fait peur d'aller voir un psychiatre parce qu'on dit, moi je ne suis pas fou. C'est une légende urbaine. On dit, on va voir un psychiatre parce que je suis fou. Oui, mais si vous n'arrivez plus à dormir, si vous avez des idées qui sont en boucle dans votre tête et qui sont des idées négatives, si vous n'arrivez plus à supporter vos enfants, votre mari, votre voisin, etc. Il faut se faire aider. Attention, il faut se faire aider. Voyez. Donc il y a des petits signes. C'est pour ça que dans ce livre, nous donnons les petits signes qui font des signes d'alerte. Quand vous avez un enfant qui s'enferme sur lui-même, qui reste sans arrêt à jouer aux jeux vidéo, qui va s'enfermer, qui à l'école ne réussit plus. Mais ça, c'est presque le cas de tous les enfants aujourd'hui. Ben oui, mais c'est pour ça qu'il faut être attentif. C'est pour ça qu'il faut être attentif. Et c'est ce que je veux. Et nous avons voulu montrer dans ce livre, si vous voulez, qu'il faut affronter le sujet en face. D'accord. Il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire qu'un enfant aujourd'hui qui s'enferme et qui joue aux jeux vidéo, il y en a... beaucoup, ils sont tous. Bien sûr. Il y a pléthore de ces enfants. Voilà. Mais... on doit être vigilant sur un changement, alors quelque chose qui va faire que... Tout à fait. Il ne veut plus manger avec la famille. Oui. Voyez. Il ne veut plus sortir avec ses parents. Il ne veut plus faire du sport. Il ne veut plus de ceci. Il ne veut plus de cela. Il dit qu'il va à l'école. En réalité, il fait l'école buissonnière. Vous voyez, des choses comme ça. Là, il faut faire attention. Et on fait quoi alors, en tant que parent? Là, il faut aborder le sujet. Soit le père, soit la mère, soit appeler au secours. Mais ce n'est pas un appel au secours du 14 ou du 19, je ne sais quel numéro. Mais c'est de pousser l'enfant à aller voir quelqu'un. Rentrer en contact avec les camarades, comment ils se comportent là-bas, et éventuellement l'amener au pédiatre. S'intéresser à notre enfant, en fait. S'intéresser à l'enfant. Mais quand vous parlez d'enfant, en fait, c'est pareil pour son conjoint, mais c'est pareil. Son cousin, et lui montrer qu'on l'aime et qu'on sent bien que ça ne va pas. Et donc lui dire, écoute, tu ne veux pas m'en parler, c'est vrai, je suis trop proche de toi, mais tu peux aller en parler avec quelqu'un, tu préfères un monsieur, tu préfères une dame, parfois il faut en voir 3 différents pour que le courant passe. Vous voyez, tout ça c'est très important. Il y a des familles qui peuvent se dire, moi je ne vais pas aller me faire aider parce que de toute façon je n'ai pas les moyens. Est-ce qu'il y a un moyen justement pour les gens qui n'ont pas d'argent pour aller consulter? Quand vous allez voir un psychiatre, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Mais bien entendu. Le problème c'est si vous allez voir le psychologue après, ça sera pris en charge si le psychiatre a ordonné de voir un psychologue qui va vous voir régulièrement. Donc les prises en charge se font normalement. Donc, mais il faut peut-être aller voir d'abord le psychiatre. Oui, qui va peut-être donner le médicament qui vous permet de vous reposer, permet de dormir. Vous savez, c'est les gens qui sont au bord du burn-out. Quand vous avez de la pression professionnelle, quand vous avez de la pression familiale, quand vous avez de la pression économique, parce que vous n'arrivez pas à payer vos impôts. Pression, c'est est-ce que je vais arriver à payer mon loyer à la fin du mois, mes factures, tout à fait, comment je vais m'en sortir. Et là, ça crée ça peut créer une amertume telle, un climat négatif qui fait qu'on pense, écoutez, je n'en peux plus, je voudrais arrêter ma vie. Ou je ne vois pas du tout de solution. Je ne vois pas de solution, tout à fait. Et puisque j'en vois pas, autant que j'arrête ma vie aujourd'hui. Voilà. Donc là, quand on est dans ce cadre-là, il peut aussi y avoir des gens qui refusent d'être aidés. Oui, alors c'est très dangereux. C'est très dangereux le refus d'être aidé parce que c'est une forme d'orgueil. Or, il faut bien savoir que nous sommes tous des êtres fragiles. Et celui qui dit qu'il n'est pas fragile, c'est celui-là qui l'est le plus. Et oui, et alors nous, par exemple, la famille, si jamais on a quelqu'un qui nous dit « non, mais moi, tout va bien, tout va mal », mais s'il nous dit « tout va bien » et je ne veux pas consulter, comment on fait pour... On ne va pas l'obliger, le traîner. Non, mais à ce moment-là, on va l'inviter au restaurant, on va aller au cinéma, on va le sortir, on va le changer. Lui changer ses idées, voilà, en fait. On va essayer de le contourner, si vous voulez, pour finalement arriver à se confier. Et souvent, si vous voulez qu'il se confie à vous, il faut que vous confiez à lui. D'accord. Parce que si vous lui donnez un petit secret, il vous en donnera un.
Est-ce que je peux dire à quelqu'un qui me parle de suicide que c'est quelque chose qui me fait peur, quelque chose qui me rendrait triste, ou que vous y avez pensé, ou que vous n'y avez pas encore pensé, mais que vous savez qu'un tel vous en a parlé, et que vous êtes journaliste, donc vous avez un rôle très important pour faire passer des messages, parce que les gens vous écoutent beaucoup. Donc, dire le suicide, qui n'y a jamais pensé? Personne. Levez la main, personne. Et si vous n'y avez pas encore pensé, ça viendra, et ce jour-là, vous serez adulte. Voilà, donc Maître de l'humour. Vous êtes pas tout seul dans ce Vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Nous sommes près de 7 milliards d'êtres humains. Nos soucis, tout le monde y pensera un jour ou l'autre, mais on ne le fait pas. Parce que la vie est belle, il fait soleil, il fait de la neige, peu importe, mais on va toujours vers du positif. Oui, et puis il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Oui, alors moi, vous savez, ayant le nom de joyeux 24 heures sur 24, ça aide beaucoup à faire passer les messages. Mais il ne faut jamais se moquer de celui qui est dans un état dépressif. Il faut se moquer, c'est-à-dire se moquer, c'est-à-dire, bon, ça te passera. Voyez. Ne pas prendre au sérieux. Se moquer, c'est ne pas prendre au sérieux. Ignorer d'une autre manière, c'est-à-dire dire minimiser minimiser. Il ne faut pas minimiser ces choses-là. D'accord. Tout est très important. C'est pour ça que nous avons cité des auteurs, des gens auxquels on n'a jamais pensé, qui y ont pensé ou qui, malheureusement, ont laissé des écrits après leur départ. Moi, j'y ai pensé aussi. Ah ben voilà, vous êtes adulte, comme moi. J'y ai pensé plus d'une fois. Oui. Alors si Napoléon Ier y a pensé, on peut tous y penser. Hein. Alors si Napoléon y a pensé, en tout cas si vous avez envie, c'est vrai qu'on peut en rire aussi, parce que vous parliez d'humour tout à l'heure qui est tout proche de l'amour. Si vous avez envie d'en savoir plus, parce que vous vivez ça en ce moment, ou parce que vous voyez quelqu'un de votre entourage, eh bien procurez-vous ce livre, Le suicide qui n'y a jamais pensé, et vous aurez des clés pour comprendre peut-être, et puis peut-être vous faire aider aussi. Et prévenir pour les autres. Juste pour terminer, les enfants, les jeunes sont ceux qui se suicident le plus. Pourquoi? Il y a des tranches d'âge. Vous avez des personnes âgées aussi. 24, 35 oui, c'est ça. Ans, ou c'est ça. Même si vous, c'est ça. Oui, c'est du 20-35 si vous voulez. Et alors pourquoi dans cette période-là? Parce qu'on pourrait problème penser... de travail. Oui, parce qu'ils problème de non-réussite aux examens. Problème affectif, vous voyez, où on a une rupture affective qu'on ne comprend pas. Rupture amoureuse, oui, qu'on ne comprend pas. C'est à cet âge-là que c'est le plus dur. Il y a des mélanges. Non, et puis je vais vous donner une anecdote qui m'a beaucoup perturbé. Bon, vous savez que en Belgique, par exemple, ils ont accepté sur le plan légal l'euthanasie. Bon, eh bien, j'ai l'histoire certaine qui m'a été racontée récemment, malheureusement, d'un grand-père qui était pas du tout en fin de vie, mais qui avait une bronchopneumopathie chronique. Donc, il dit je veux pas dépérir, donc je vais signer l'euthanasie. Bon, alors quand vous signez le 1er janvier, si le 1er février vous re-signez, ben c'est bon, vous êtes pour l'euthanasie. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il invite la famille pour les adieux, le ci, et ça. Les gens se rendent pas trop compte. Ils savent plus ou moins qu'il y a euthanasie, mais ils savent pas très bien ce que ça veut dire, d'autant qu'on leur fait croire que euthanasie, c'est bonne mort. Bon. Et le dernier, qui aimait beaucoup son grand-père, le petit-fils de 15 ou 16 ans, bon, eh ben, il va embrasser son grand-père alors qu'il est chaud, et puis une heure après qu'il a été euthanasié, il va l'embrasser alors qu'il est froid. Bon, ce gosse, 15 ans, il a une rupture affective, des problèmes, bon. Et 15 jours plus tard, son grand-père est pas là, peut-être pour parler avec lui, pour lui dire, écoute, mon petit, la vie, ben oui, c'est pas un long fleuve tranquille. Et le petit est allé se pendre. Vous voyez, il faut faire très attention à ça. Et je pense que l'euthanasie dans notre pays, en France, ce serait une erreur colossale. Absolument colossale. Il faut accompagner, je suis chirurgien, cancérologue, j'accompagne des patients en fin de vie, mais il ne faut jamais souffler la bougie. Voilà, et ben, si vous voulez en savoir plus, il y a aussi le site du professeur Joyeux, c'est www.professeur-joyeux.com. Il y a une page Facebook qui s'appelle tout simplement Henri Joyeux. Il y a une équipe qui se charge un petit peu de votre communication. Donc si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à les poser. Je répondrai. Si vous tweetez, eh bien, il y a aussi @professeur Joyeux tout simplement, et on vous redonnera bien sûr toutes ces adresses sur notre page Facebook et sur notre site om5.fr. Merci professeur. Merci à vous, merci beaucoup.